La grande interview de ce soir s'ouvre avec une coloration très économique. Bonsoir chez vous, bienvenue sur Tcheleka. Gouvernement resserré, faut-il réduire aujourd'hui le nombre de ministres pour sauver les finances publiques? Solde primaire hors pétrole, déficit de trésorerie, pression croissante sur les finances publiques, nécessité pour le Congo de renforcer sa crédibilité auprès de partenaires internationaux dans le FMI. C'est la trame un tout petit peu de cette émission de ce soir, dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Verlin Richard Bekabeka, ancien banquier et consultant en banque, finance et assurance, fondateur du cabinet RVBK Conseil. Bienvenue sur Tcheleka. Merci, monsieur le Merci. J'ouvre cette grande interview avec une première question, naturellement. Où en est réellement le Congo sur le plan économique en 2026? Vous êtes connaisseur des dossiers. Peut-on parler aujourd'hui de stagnation ou de reprise effectivement économique? Merci pour cette question. Tout d'abord, nous sommes dans un contexte budgétaire très alarmant. La situation économique du Congo, au niveau budgétaire, il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire. On vient de voter, nous sommes dans le cadre de la loi de finances 2026, et il y a trois chiffres qui alarment en réalité et qui présentent des difficultés budgétaires. Déjà, en termes de dépenses publiques, la loi de finances 2026 prévoit 2320 milliards de francs CFA. Oui. Premier chiffre. Le deuxième chiffre, vous avez ce qui est très difficile pour le pays. Il s'agit du solde primaire hors pétrole, qui est déficitaire d'environ 496 milliards de francs CFA. Et à côté de ça, vous avez les dépenses de fonctionnement de l'État qui absorbent 2/3 du budget. Donc cela fait beaucoup. Donc avec un solde primaire hors pétrole négatif, avec la dépendance au pétrole et l'absorption du budget par les dépenses de fonctionnement. Oui. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez ce chiffre de 496 milliards de francs CFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État congolais dépense plus qu'il collecte. Et c'est l'indice que le FMI, si vous voulez, suit de près. Il faut dire que depuis 2021, lorsque le Congo est rentré dans le programme de la facilité élargie du crédit, le solde primaire hors pétrole était à moins 5%. Donc, donc tout au long du programme, il est prévu en 2026 un solde primaire autour de 5,1%. Il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi c'est très important? Parce que souvent les Congolais se disent, mais on n'arrive pas à comprendre, nous avons le pétrole, nous avons des richesses, mais comment se fait-il que sur le plan budgétaire, on n'arrive pas à s'en sortir? En fait, le gros problème du Congo, ce n'est pas tant la dette. Le gros problème du Congo, c'est justement arriver à être à l'équilibre sur le solde primaire hors pétrole. En fait, le solde primaire hors pétrole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, pour financer son fonctionnement, ne peut pas le financer avec des recettes fiscales. Parce que la collecte ne suffit pas. Raison pour laquelle il est donc obligé soit de s'endetter ou d'utiliser une partie des ressources pétrolières. Ce qui fait que les ressources pétrolières ne permettent pas finalement même d'investir. Oui. C'est ça le gros problème. Maintenant, que faire? Que faire pour essayer d'arriver à avoir un solde primaire hors pétrole à l'équilibre, c'est-à-dire à 0%. Si on arrive à 0%, ça veut dire que l'État, le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement seront financées par les recettes fiscales. Oui. Et par conséquent, les ressources pétrolières permettraient justement de faire des investissements productifs, de s'occuper de la santé, de l'éducation, de toutes choses par ailleurs. Donc voilà un peu le gros problème. Et si aujourd'hui, ça fait longtemps on parle de la diversification économique de notre économie, Oui. mais on ne peut pas, c'est-à-dire que cette diversification ne peut pas avoir lieu tant que le solde primaire hors pétrole n'est pas positif. Tant que ce solde restera négatif,
ça sera que du discours pour parler comment diversifier l'économie. Dans le fond, que faut-il faire? Parce Mais que nous entendre parler, il y a urgence. Exactement. Et dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est la rationalisation du gouvernement. Oui. Il faut rationaliser. C'est-à-dire, il faut diminuer le train de vie de l'État, oui, et il faut réduire les ministères. Aujourd'hui, nous avons 41 ministères. C'est-à-dire que l'organisation du gouvernement, aujourd'hui, on a 41 ministères. Oui. Donc l'idée de cette rationalisation serait de créer 20 pôles, 20 grands pôles ministériels stratégiques, par diffusion. Mais avant d'y arriver, permettez-moi juste de faire une petite digression. Allez-y. Sur un sujet. Tout à l'heure, j'ai échangé avec un ami. Le Congo vient d'avoir 850 millions de dollars pour des obligations internationales. C'est-à-dire qu'un endettement. Mais en réalité, en fait, il ne s'agit pas là d'un nouvel endettement. C'est-à-dire que ces 850 millions de dollars en fait, c'est un rachat de dette. C'est une substitution, en fait. Parce que le Congo devait rembourser en 2032 540 milliards de dollars dans le cadre de l'Eurobond 2032. C'est-à-dire qu'en 2032, le Trésor public congolais devrait sortir 534, je crois. 564 millions de dollars cash. Et le reste, les 236 qui restaient, c'était des dettes à court terme dans la zone CEMAC. Donc en fait, le gouvernement congolais, le gouvernement actuel, allait se retrouver face à un mur de dettes. Donc la technique a été utilisée, c'est le reprofilage de la dette. Donc ce n'est pas, le Congo ne vient pas de s'endetter, il vient de faire un rachat de dette comme feraient vous et moi. Lorsqu'on a des soucis de trésorerie, on a un crédit à la banque, mais on va solliciter notre banque pour faire un rachat de dette. Et l'intérêt pour cette technique, l'intérêt c'est le ratio dette sur PIB ne bouge pas, puisqu'on a fait que substituer. Mais on gagne en maturité, la maturité moyenne de la dette augmente. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser une dette en 2032, en fait, cette dette sera remboursée entre 2032 et 2035. Et le profil du remboursement change, puisque là, on passe du lissage. Au lieu de payer 232, de rembourser cash en une seule fois, on va payer en 5 tranches. Ça permet en fait de réduire la pression de la trésorerie et l'État, pendant 5 ans, va récupérer à peu près 250 millions de dollars. C'est l'argent qui aurait dû sortir en une seule fois. Donc, en fait, c'est juste, quand le gouvernement parle que c'est une opération qui est neutre, en réalité, c'est juste une opération au sens comptable du terme, à somme nulle. Ce n'est ni une nouvelle dette, ça n'augmente pas, mais ça diminue la pression. Est-ce que l'État perd dans ce type de transaction? Non, l'État respire. Oui. Ça permet à l'État de respirer. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. La seule façon pour résoudre ce problème-là, c'est de rationaliser l'État. C'est-à-dire, il faudrait imaginer une nouvelle architecture gouvernementale qui ferait passer des 41 ministères à 20 grands pôles ministères stratégiques. Donc voilà un peu l'idée d'une réforme qui ferait tant de bien à notre pays. J'ai envie de savoir, ma question est celle de savoir, est-ce que le secteur hors pétrole est-il aujourd'hui capable, à terme, de prendre le relais? Mais effectivement, aujourd'hui, c'est le secteur hors pétrole qui pose problème. Vous pouvez identifier dans quel secteur, par exemple? Mais lorsqu'on parle du secteur hors pétrole, c'est-à-dire c'est le secteur qui permet à l'État de collecter les impôts. Donc ce sont les entreprises, c'est le secteur privé en fait. Oui. Le secteur hors pétrole, c'est le secteur privé. C'est-à-dire que tout notre secteur privé, l'État collecte les impôts, les taxes, les droits de douane, tout. C'est ça en fait qui ne permet pas aujourd'hui de payer le fonctionnement de l'État. Donc le problème, ce n'est pas tant notre secteur privé. Le problème, ce n'est pas tant des recettes. Il ne s'agit pas d'élargir l'assiette fiscale. Il s'agit aujourd'hui, ce qui est impératif pour le Congo, c'est de réduire ses dépenses de fonctionnement. Et la seule façon pour le faire, c'est de rationaliser. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des ministères qui se chevauchent.
Ouais, vous parlez des ministères, je vais dire, aux compétences parfois proches. Exactement, exactement, exactement. Et ce qui fait que, vous savez, dans un ministère, c'est des cabinets, Oui. c'est un parc automobile, c'est du personnel, c'est du protocole. Donc tout ça, ça absorbe du budget. C'est vrai que c'est une réflexion, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est une architecture qui est envisageable? Oui, mais est-ce que c'est réalisable? Tous les pays qui ont réussi à réduire leur solde primaire hors pétrole l'ont fait. Et c'est même une exigence du FMI. Sauf que le Congo, j'ai bien dit que le Congo a commencé à réduire son solde primaire hors pétrole, mais sauf que c'est trop long. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, pour arriver à un solde primaire à l'équilibre, il faut 7 à 8 ans. Oui. 7 à 8 ans, c'est lent. Oui. Alors qu'on peut le faire en 2-3 ans. C'est-à-dire pendant ce quinquennat-là, on peut le faire si le gouvernement prend la mesure de rationaliser, c'est-à-dire de réduire, de fusionner certains ministères, certaines administrations, de telle sorte qu'on puisse avoir un grand pôle. Moi, j'ai imaginé cette architecture. Vous me permettez Allez-y. De le présenter. Par exemple, prenons un exemple. Par exemple, si on fusionne l'intérieur, la décentralisation, l'aménagement du territoire, le développement local, on crée un ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que ces politiques sont territorialement liées. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez tous ces quatre départements-là, c'est difficile pour vous de savoir à qui vous adresser. Oui. Donc déjà, on fait une économie de 4 à 6 milliards de francs CFA. Si vous fusionnez les finances et budget, l'économie et plan, la statistique et la prospective, vous créez un grand pôle ministériel, le ministre des Finances, du budget, du plan et de la prospective. Ça vous fait gagner 6 à 8 milliards de francs CFA. Je peux continuer ainsi. Bien sûr. Si vous prenez le ministère de la Défense, on peut économiser 2 milliards rien qu'en fusionnant la défense et la coordination sécuritaire. La liste, ça dit que j'ai identifié les 20. Je vous laisserai la liste pour les voir. Prenons par exemple un cas qui est quand même pathétique. Quand vous prenez par exemple le ministère des Affaires étrangères, alors si vous fusionnez les affaires étrangères, la coopération internationale et les PP, vous créez un ministère des Affaires étrangères de la coopération. Pourquoi? Parce que les partenaires internationaux doivent être traités de façon diplomatique. C'est de la diplomatie tout ça. Imaginez, si vous avez des investissements en termes de partenaires publics-privés, vous avez au moins 3 interlocuteurs, ça fait beaucoup. Oui. Alors que si on crée ce grand pôle-là, là, on économise au moins 3 milliards. Donc, si je fais tout ça, si j'arrive à mes 20 grands pôles, en une année, je dégage une économie entre 60 et 90 milliards. Qu'est-ce que je fais avec 60-90 milliards? C'est les routes, c'est les écoles, c'est les hôpitaux. Donc l'idée aujourd'hui pour le Congo, si ce quinquennat-là peut être utile à notre pays, il faudrait arriver justement à avoir ces 20 pôles, ou du moins, supprimer les ministères qui ont plus ou moins des missions qui se chevauchent. On va retenir que pour Monsieur Verlin Beka, il faut fusionner donc ces quelques ministères. Exactement. On dirait. Mais parlons un peu du taux de chômage, surtout chez les jeunes. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Bon, ça c'est un problème qui est très épineux chez nous. Je pense que nous sommes autour peut-être de 8, 9, 10%, 11%. Le problème c'est que statistiquement on n'a pas tellement d'éléments. Et aujourd'hui, le secteur privé du Congo, en dehors des grandes entreprises, nous sommes dans un environnement, quand vous voyez, il y a la CPCE qui a publié, qui a fait un rapport sur la création d'entreprises. C'est vrai que les Congolais aujourd'hui, il y a pas mal des jeunes Congolais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate? Sur le secteur privé du Congo est dominé en majorité par des établissements. C'est-à-dire que le statut juridique de ces entreprises ne leur permet pas
d'être inclus financièrement, c'est-à-dire d'accéder et d'utiliser les produits bancaires. C'est-à-dire que ces entreprises-là, une banque ne pourra jamais les financer. Pourquoi? Parce que pour la plupart, soit bien que étant immatriculés, mais qui restent un peu dans des actions informelles parce qu'ils ne tiennent pas de comptabilité. Donc l'information, la production de l'information financière, elle est faite à partir de la comptabilité. Donc les banques, ils ont besoin de cette traçabilité-là. Donc on se retrouve avec un secteur privé où il y a quasiment 70 à 80%, ce sont des établissements. Mais les établissements embauchent qui? Peut-être une personne, mais souvent la personne qui y travaille n'est pas déclarée à la CNSS. Et on retrouve certaines entreprises, même dans le secteur privé, qui ont des employés, mais qui ne déclarent pas tout. Donc du coup, même l'état financier en lui-même, il est faussé. Donc c'est tout là, on a maintenant un ministère de l'emploi et de la formation qualifiante. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on va former les jeunes. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de réunir tous ces acteurs du secteur privé, de voir dans chaque entreprise du secteur privé qui est bien immatriculée si tout le monde est vraiment dans le formel. Un autre problème, vous remarquez dans ce secteur privé, oui. Mais la plupart des jeunes Congolais qui travaillent, ils sont payés à la main. On parle de l'inclusion financière. Mais comment voulez-vous que ces jeunes qui travaillent, donc qui n'ont pas de compte bancaire, comment voulez-vous qu'ils puissent être inclus? Donc aujourd'hui, moi je fais des formations auprès des chefs des PME et TPE. Je leur dis toujours, si aujourd'hui vous avez 5 à 10 salariés et que vous partez voir votre banquier, vous dites voilà, moi j'ai mes 10 salariés, je vais domicilier les salaires de mes employés chez vous. La banque, en ce moment-là, va vous connaître à travers les flux financiers qui vont arriver. Ouais. Et aujourd'hui, votre salarié, s'il a un problème, il peut solliciter un découvert bancaire, il peut sauter à crédit. Mais s'il est payé à la main, ouais. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Donc, c'est vraiment un environnement à refaire. Ouais. Et ça, il n'y a que l'État qui peut exiger ça pour dire, voilà, à partir de 5 à 10 salariés, ben vous êtes obligés de payer vos salariés par virement bancaire. L'État est absent sur cette ligne. C'est ça. On peut faire de la rationalisation. Mais si l'environnement micro n'est pas vraiment contrôlé. Alors, et pourtant, on a un ministère, je pense, de contrôleur de l'État. Contrôle de l'État. Il contrôle quoi? Il contrôle quoi? La question, je vous la pose. Il contrôle quoi alors qu'il y a matière à réflexion là-dedans. En parlant un tout petit peu de la dette, quel est le niveau exact de la dette La dette publique aujourd'hui, il est projeté pour 2026 aux alentours de 91, je crois, environ 90% du PIB. Oui. Donc c'est au-dessus de la norme CEMAC de 70%. Hein. Le problème de la dette du Congo, vous savez, la dette, c'est un stock. C'est un stock. La dette du Congo, ce n'est pas la dette de 2026. Ouais. Ce n'est ni la dette de 2000. Donc, c'est un stock. Et ce stock, il monte, il augmente ou il descend à chaque fois que vous faites des déficits. Ouais. Ça vient augmenter le stock de votre dette. Donc, en soi, la dette, ce n'est pas tant le problème. Souvent, j'entends dire, tous les pays, tous les autres pays, quasiment c'est tous les pays qui sont endettés. Mais sauf que ces pays qui sont endettés, ils ont cette capacité, justement, parce qu'ils ont des capitaux, oui. Parce qu'ils ont une bonne gouvernance. Oui. Donc, la situation actuelle du Congo, vu que nous avons une dette qui est là, on ne peut pas, on peut pas s'en passer. Donc, comment faire pour mieux gérer cette dette? Parce que cette dette-là, en le remboursant, ça absorbe toutes les manœuvres, comment dirais-je, les manœuvres budgétaires. Oui. Donc du coup, la solution pour le Congo aujourd'hui, c'est de réduire les dépenses publiques. Encore une fois. Il n'y a que ça, parce que jusqu'aujourd'hui, on a quasiment, si on revient à partir de 2021, jusqu'aujourd'hui, on a quasiment le même nombre de ministres. Alors que nous avons un problème sur notre solde primaire hors pétrole. Parce que c'est ça l'indicateur. C'est ça l'indicateur. Le jour où ce solde primaire hors pétrole sera à 0%,
ça voudrait dire que l'État fonctionne avec les recettes fiscales. Mais dire aujourd'hui, bon, on va élargir les recettes fiscales, donc vous allez élargir les recettes fiscales sur la base de quoi? Donc le problème, ce n'est pas tant les recettes. Le problème, chez nous, il faut qu'on dépense mieux et bien. Sauf qu'on dépense trop. Voilà pourquoi vous parlez de la nécessité aujourd'hui de renforcer effectivement les liens avec les partenaires internationaux dans le FMI. Mais justement, je pense que le Congo va peut-être entrer en un nouveau programme avec le FMI dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que le FMI regarde? Le FMI, l'indicateur que le FMI regarde, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le solde primaire hors pétrole. C'est ça que le FMI regarde. Pendant 5 ans, le Congo a été sous programme du FMI sur la facilité élargie du crédit, donc de 2021 à 2025. Pendant la présence du FMI, on a réduit ce solde qui était de 8,5% en 2021, qui est arrivé à 5,1%. Oui. C'était sous contrôle du FMI. Mais sauf que ce rythme-là est trop lent. C'est-à-dire que si on continue avec ce rythme-là, pour atteindre les 0% à l'équilibre, ça va prendre 7 à 8 ans. Le gouvernement actuel, le président de la République, il n'a pas 7 ans, 8 ans, il a 5 ans. Donc si, pendant ces 5 ans, s'il veut vraiment que le Congo retrouve finalement de la bonne gouvernance et des marges budgétaires, on ne peut pas garder les 41 ministres. Mais vous avez aussi, on a parlé tout à l'heure de la dette, et parlons un peu d'un cas d'école, la dette que le Congo a envers la Chine. J'aimerais bien qu'on aborde le côté remboursement. Dans quelles conditions aujourd'hui le Congo devrait-il rembourser cette dette chinoise? La dette chinoise, il n'y a pas que la dette chinoise. La dette chinoise fait partie des dettes extérieures. Oui. C'est-à-dire que dans la dette publique, vous avez la dette extérieure et la dette intérieure. Oui. Donc la dette chinoise, ça fait partie de ces dettes extérieures. Hein. Vous avez des dettes commerciales, vous avez des dettes bilatérales, vous avez des dettes multilatérales. Les conditions de remboursement, l'État congolais, à une époque, notamment si vous regardez bien l'évolution des remboursements de la dette congolaise entre 2021 et 2025, le Congo avait quasiment renversé la tendance. C'est-à-dire que c'était maintenant la dette intérieure qui devenait plus importante que la dette extérieure. Ouais. Parce que le Congo rembourse, effectivement. Il était bien obligé, étant donné qu'il était sous le programme du FMI, donc il était bien obligé de rembourser sa dette extérieure. Donc la dette extérieure, elle se rembourse suivant les conditions qui avaient été établies lors de la signature des contrats. En parlant de la dette chinoise, les conditions aujourd'hui, ce sont lesquelles de remboursement? Parce que on parlerait aujourd'hui, plusieurs observateurs parlent d'une dette plus ou moins opaque, cachée, je dirais. Non, c'est pas caché, puisque quand vous regardez sur le rapport du CCA, comment ça s'appelle, Chambre congolaise d'amortissement, oui. C'est-à-dire qu'il gère la dette congolaise, oui. il fait des rapports. Et le montant de la dette chinoise est bien indiqué. Ça fait partie des dettes extérieures, tout simplement. Ben, on va peut-être évoluer. Vous avez aussi parlé dans votre réflexion, je signale bien, qui pose les jalons d'une rationalisation de l'appareil de l'État et les réformes nécessaires pour améliorer l'efficacité publique, bien évidemment. Bon, vous avez aussi parlé de tension de trésorerie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui on peut avoir votre avis par rapport? Oui, mais justement, raison pour laquelle, je sais pas, enfin, je suis un financier, donc moi je regarde ça à l'œil d'un financier et je réalise qu'effectivement, nous avons à la tête du ministère des Finances un financier. Donc il y a la maîtrise du financement de la dette publique. En fait, l'opération que le Congo vient de faire, ça permet justement de réduire la pression de la trésorerie. Oui. Puisque ça va lui permettre d'économiser quasiment environ 250 millions de dollars par an. Oui. De fait que il a rallongé la maturité moyenne des dettes et il a changé le profil du remboursement de la dette. Donc ça libère de la trésorerie. Mais de façon générale, la trésorerie au Congo est financée par les crédits à court terme, c'est-à-dire les bons de trésor, les OTA sur la zone CEMAC.
C'est ça qui fait effectivement. Et le problème en plus, c'est que pourquoi cette opération dont on parlait des 850 millions de dollars, c'est parce qu'en juin, là, au mois de juin et juillet, il y a des dettes à court terme qui arrivent à échéance, qui représentent un peu plus de 234, je crois, millions de dollars. Donc le fait d'avoir reçu les 850 millions, c'est pas l'argent c'est pas de l'argent frais, hein, c'est pas l'argent pour payer les salaires, c'est pas l'argent qui vient au budget de l'État. Cet argent va simplement servir à rembourser le rebond de 564 millions de dollars dont l'échéance arrivait en 2032 et le reste de rembourser les échéances des bons de trésor de ZTA qui arrivent en échéance en juin et juillet 2026. Donc c'est une opération à somme nulle. Ouais. Ça ne résout pas le problème. Mais au moins, l'intérêt, c'est que ça fait respirer justement la trésorerie, parce que ça va permettre au moins de l'État d'avoir les 250 millions de dollars par an qu'il aurait dû finalement rembourser dans ses dettes. Vous avez parlé de compresser, voire de réduire le nombre de ministères, mais le train de vie de l'État, pendant qu'on y est, on en parle, il est souvent critiqué, mais concrètement, où va l'argent public? Tout à l'heure, je venais de préciser que le budget de fonctionnement absorbe 2/3 du budget de l'État. C'est quoi le budget de fonctionnement? Le budget de fonctionnement, c'est le personnel des ministères. C'est le budget des biens et services, c'est-à-dire tout ce que l'État achète. Ouais. Et c'est le budget des transferts. Donc, tous les transferts sociaux, les subventions, les aides que l'État fournit. C'est ça qui constitue le budget de fonctionnement. Il y a aussi une partie des investissements avec des fonds, avec nos fonds propres à nous. C'est ça. Oui. L'argent de l'État, ça va. L'argent public qui est mentionné sur le budget, il est absorbé par 2/3 rien que pour le fonctionnement de l'État. C'est beaucoup. Raison pour laquelle on diminue. Parce que lorsqu'on parle du train de vie de l'État, on parle du fonctionnement. Exactement. On parle du budget de fonctionnement. Exactement. Tout à l'heure, je disais, imaginez 41 ministères. Ça fait combien de cabinets? Combien de personnels de cabinet? Il ne s'agit pas, ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas une attaque politique, c'est plutôt budgétaire et économique. Ouais. Et il ne s'agit pas non plus de licencier des fonctionnaires. Une fois qu'on fusionne. Effectivement, quand on parle de fusionner, quand on parle d'enlever certains ministères, il faut le dire facilement comme ça, il y a cette inquiétude-là qui plane. Mais non, parce que ça ne concerne pas les fonctionnaires, puisque quand on fait fusion, puisqu'on va créer un grand pôle. Oui. Le problème, c'est que c'est supprimer les cabinets, parce que ce sont les cabinets qui coûtent cher, ce n'est pas les fonctionnaires. Oui. Donc, imaginons, on a fusionné, tout à l'heure je parlais des fusions, je prends un exemple plus parlant. Par exemple, si on fusionne le ministère des Affaires étrangères de la coopération, si on fusionne les Affaires étrangères, la coopération internationale, les PPP, pour faire un ministère des Affaires étrangères, le personnel qui travaille dans ces 3 entités, mais il reste dans le grand pôle. Mais sauf qu'on a supprimé 2 cabinets. Parce que dans le cabinet, vous avez quoi? Vous avez les conseillers. Oui. Vous avez le parc automobile, vous avez les déplacements. C'est ça qui va finalement permettre d'économiser et de réduire justement ce train de vie de l'État, tout simplement. Oui, j'ai envie de savoir, la masse salariale de la fonction publique est-elle soutenable aujourd'hui par rapport aux recettes de l'État? Ben non. Mais non, puisque la masse salariale de l'État, ça fait partie justement, c'est un des éléments qui fait partie des dépenses de fonctionnement de l'État. Oui. C'est-à-dire que chaque ministère, il a ce qu'on appelle, dans la nomenclature budgétaire du Congo, vous avez des titres. Oui. Alors, vous avez des dépenses du personnel, vous avez des biens et services, vous avez des dépenses de transfert, vous avez les dépenses d'investissement, hein, et donc la masse salariale, aujourd'hui, je pense que ça tourne autour d'un peu plus de 300 milliards de francs CFA, tel que indiqué dans la loi de finances. Oui. Donc si aujourd'hui on réduit le nombre de ces ministères, naturellement, la masse salariale baissera.
Mais j'ai retenu quelque chose dans dans votre réponse, le mot investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, les dépenses d'investissement sont-elles réellement à la hauteur des besoins en infrastructure, surtout de santé et en éducation? Non, pas du tout. J'ai pas la somme en tête, mais dans la loi de finances, il y a les dépenses d'investissement étaient prévues. Il y a une partie des investissements qui seront payés par le budget national et une autre partie où on va solliciter les partenaires internationaux. Oui. C'est carrément pas à la hauteur. Non, c'est pas à la hauteur. On va retenir ça. Mais restons sur les investissements. Et c'est pas à la hauteur pour quelle raison? Oui, oui. Mais parce qu'il n'y a pas de marge budgétaire. Parce que les dépenses de fonctionnement absorbent 2/3. Donc en fait, il reste 1/3 dans le budget. Ouais. Et dans ces 1/3 qui reste, on fait rien. Il faut se débrouiller avec les 1/3 qui restent. Ben, j'ai envie de savoir, pour poursuivre cette émission, parlons un peu de corruption aujourd'hui et des détournements. Est-ce que c'est quantifiable aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment est-ce que la corruption est ancrée dans nos services publics, est-ce qu'on peut quantifier combien l'État perd? C'est difficile à dire. Sinon, je ferais du politiquement incorrect. Oui. Moi, je me souviens, il y avait à l'époque, on parlait des 43 mesures du FMI. Oui. Et dans l'une d'elles, il fallait que le ministère de la Justice puisse avoir déjà un site web afin de publier, par exemple, les affaires de corruption. C'est très difficile à dire. Normalement, il existe au Congo un organisme qu'on appelle ANIF, l'Agence nationale d'information financière, et qui est censé justement avoir des statistiques concernant ce qu'on appelle des déclarations de soupçons que, par exemple, toutes les banques sont assujetties à faire. Est-ce qu'on a des statistiques au niveau de l'ANIF sur les déclarations de soupçons qui sont faites? On a une autorité de lutte contre la corruption. Donc, c'est eux qui sont censés nous donner l'information. Est-ce que vous pensez que ces structures il ne reste que de nom? La HALC. Oui, c'est-à-dire qu'au Congo, nous avons tout. Nous avons toutes les institutions. Comment voulez-vous porter un regard sur une institution si vous n'avez pas l'information? Ça va être vous voyez, moi je tiens à rester dans l'intellectuellement correct. Si aujourd'hui si je parle de la rationalisation du gouvernement, c'est parce que j'ai eu un document en face de moi. J'ai eu la loi de finances 2026 et j'ai regardé. J'ai dit, mais on a un problème concernant le solde primaire. Donc c'est factuel. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, tout comme les grandes entreprises de notre pays, ne publient jamais leurs états financiers. Comment voulez-vous aller analyser la SNPC si vous n'avez pas ces états financiers? Si ce n'est pas public. Et moi je pense que le pays y gagnerait à avoir des débats, notamment sur les questions budgétaires du pays. Il n'y a pas de débat dans ce pays, on ne débat pas. Alors que ça peut justement permettre de faire avancer les choses. Vous avez parlé d'institutions. Les institutions, c'est pas ce qui manque à ce pays. Mais est-ce que vous pensez à votre niveau que c'est un problème d'homme? Vous savez, je suis consultant. S'il faut être factuel. Oui, j'ai pas pour habitude de... Tu sais, on ne juge pas l'homme en fait. Ce que moi je juge, c'est les résultats. Et moi j'ai tendance à dire que les résultats ne s'observent que par... Enfin, la compétence ne s'observe que par les résultats. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un département, vous êtes dans un poste et que vous n'avez pas obtenu des résultats, ça veut dire qu'il a manqué la compétence, sans pour autant juger la personne, parce qu'il faut distinguer entre la personne et la compétence. Voilà. Moi j'observe que il n'y a pas de résultat. Pour moi, il y a un problème. On va retenir qu'il y a un problème. On est en train de chuter sûrement vers la fin de cette grande interview. J'aimerais savoir, vous, en tant qu'économiste, en tant que banquier, quel serait votre plan de redressement si vous est donné l'occasion aujourd'hui de travailler dans ce sens? Vous savez, c'est vraiment une prise de conscience
collective, et notamment de nos dirigeants. On ne peut pas continuer, puisqu'on le vit quasiment des années. Ouais. On est toujours sur cette histoire de l'endettement, d'aller solliciter le FMI qui a son mécanisme pour accompagner les pays. Mais ça prend trop du temps. Ouais. Demain matin, on va encore avoir le FMI, on va continuer à faire 56 milliards de réduction sur le solde primaire hors pétrole. Ouais. Ça ne résoudrait pas le problème. Ouais. Le problème est identifié. Notre problème, c'est un problème, c'est pas un problème politique. Je pense que politiquement, le pays est tranquille. Ouais. On n'a pas un problème politique. Ouais. On n'est pas en guerre. On a juste un problème budgétaire. Et le problème budgétaire ne peut que se régler par des décisions politiques. Par des décisions politiques. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas, on peut dire. Ouais. Mais enfin, ce sont des mesures qu'il faut prendre. Ouais. Il faut prendre ces mesures-là. Si on continue toujours avec ces dépenses de fonctionnement qui absorbent les 2 tiers du budget, ouais. On n'avancera pas. Ouais. On n'avancera pas. Donc le problème aujourd'hui du Congo, ce n'est pas tant parce que on a une dette derrière nous. Parce que si aujourd'hui on arrive à diversifier, parce que le problème, juste pour finir là-dessus, si on veut diversifier l'économie du Congo, il faut que le solde primaire hors pétrole soit positif. Donc tant que ce solde primaire hors pétrole ne sera pas positif, on ne pourra pas diversifier l'économie. Ça serait du bavardage. Du bavardage. J'espère que les autorités nous suivent. Monsieur Verlin Richard Beka ont peut-être une dernière question par rapport en rapport avec votre cabinet conseil. Qu'est-ce qui s'y fait exactement? Ça fait depuis 2015 que je commençais à faire des allers-retours parce que j'ai vécu en France. Et en 2024, donc, j'ai immatriculé le cabinet Hervé Beka Conseil. C'est un cabinet, enfin, en tant que consultant, on finance banque, assurance et on finance d'entreprise. J'ai accompagné plus de 150 chefs entreprises de PME et TPE à travers l'incubateur COSALA, oui. Grâce au financement de l'OIF et d'un organisme italien. Et j'accompagne les banques. J'ai animé des formations à la Besca Bank, où j'ai formé les 17 directeurs de la Besca Bank. C'était une formation sur l'éthique du banquier. Et j'ai également animé des formations à la Besca Bank sur quasiment tous les conseillers sur l'entretien commercial et l'accueil clientèle. Donc voilà un peu. Donc le cabinet, il est le cabinet, oui, il est immatriculé à Brazzaville. C'est un établissement. Pour l'instant, moi, j'ai fait le statut. Je verrai en grandissant si je peux prendre plutôt le transformer en SARL. Oui. Mais bon, j'ai pas d'employé. Oui. À chaque fois que j'ai une formation, il m'arrive à prendre quelques étudiants et à qui je paye, finalement. Et je le dis également, je paye mes impôts, là, c'est ce que je fais là, parce que on me retire 10% à la source. Donc, raison pour laquelle j'invite tout le monde à être dans le formel. Hein. On ne peut pas, sérieux. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des TPE. Là, je vais parler parce que j'étais sur le terrain. Je ne sais pas si vous connaissez l'incubateur COSALA. L'incubateur oui. COSALA, il a beaucoup fait. Il a beaucoup à travers les formations. Moi, j'ai animé pas mal de formations, notamment sur la gestion financière, sur la gestion de la trésorerie. Oui. Aujourd'hui, tant que ces TPE, PME ne travailleront pas avec les banques, ce secteur-là ne se développera pas. Et aujourd'hui, moi, je pense également que les banques congolaises ne font pas véritablement leur travail parce qu'ils doivent aller vers ces chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui freine en fait pour que ces structures aillent vers ces jeunes investisseurs? Moi, je pense que c'est une culture, c'est notre culture. Une mauvaise culture. Est-ce qu'elle est mauvaise? De mon point de vue, oui. Parce que c'est un peu partout. Aujourd'hui, dans tout ce que le Congolais fait dans les activités, il ne va jamais chercher le client. Il a tendance à attendre que le client vienne vers lui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, je prends un exemple bête, hein. Ben, vous avez une cave, tous les jours, il est ouvert. Ben, les clients, même s'il y a un ou deux clients, mais vous êtes content, moi, ah non, j'ai une cave. Oui. Mais en réalité, ça ne marche pas, parce que vous ne savez pas aller chercher les clients. Ouais. Et donc, les conseillers clientèle, moi j'ai des comptes ici, j'ai des comptes bancaires ici. Je vais vous dire une chose, je n'ai jamais reçu un coup de fil, je n'ai jamais reçu une proposition d'un produit financier. Oui. En France, vos conseillers vous envoient des mails. Tout le temps. Tout le temps. Pour vous proposer, alors que les banques congolaises, ils ont des produits financiers. Les assurances vie, peut-être des petits placements à faire, l'épargne à faire, ouais. Ou des produits. Mais ils n'appellent pas. Donc, c'est au client d'y aller. Mais si le client n'a pas eu l'éducation financière, il ne saura pas y aller. Ouais. Aujourd'hui, les banques n'octroient pas beaucoup des crédits de trésorerie. Alors que ces TPE-là, ils ont besoin de crédits, des découvertes bancaires, des facilités de caisse. Mais si le promoteur, il n'a pas cette éducation financière, qu'il ne connaît pas, qu'il peut financer ça, parce que ce qui est difficile au Congo, vous savez, je rencontre pas mal de jeunes Congolais qui travaillent, notamment même dans des sociétés de sécurité, des choses comme ça, et qui vous disent... et qui vous demande même parfois ce que vous lui payez le transport pour rentrer chez lui, alors qu'il est venu travailler. Pourquoi? Parce que ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, on ne leur paye pas. La question des arriérés de salaire, là je parle pas de l'État, hein, c'est peut-être pareil aussi, mais dans le secteur privé, elle est due par l'absence de la gestion de la trésorerie, tout simplement. Parce qu'une entreprise qui tient sa comptabilité, qui gère sa trésorerie, il va anticiper. C'est le problème de trésorerie. Et quitte à aller solliciter une facilité de caisse à sa banque. Faut-il encore qu'il puisse payer ses salariés, qu'il puisse domicilier ses salariés dans cette banque-là. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Ce plateau vous sera toujours ouvert pour venir, effectivement, avec ces brillantes analyses, édifier le public qui nous suit. Cette interview est désormais terminée. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser? Le dernier mot, c'est que, c'est de dire que lorsque on a vécu très longtemps à l'étranger, on reste congolais et j'aime mon pays, donc je reste factuel sur les choses à dire. Moi, tout ce que je veux voir des Congolais gagner de l'argent, je veux voir le secteur privé se développer. Tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, mais ceux qui y sont, il faut qu'ils soient accompagnés. L'État congolais a mis en place un outil qui s'appelle le FIGA. Il faudrait également qu'on voit un peu plus clair quel type d'accompagnement que le FIGA, ce sont des garanties. Mais faut-il encore que les banques ici acceptent finalement de financer ces entreprises via les garanties que le FIGA propose. Donc tout ça, il faudrait peut-être une conférence où il y aura les banquiers, les chefs d'entreprise pour essayer de poser finalement les axes de réflexion qui permettraient justement à diversifier notre économie. Mais je terminerai par partir, je tiens à cela. Il faut rationaliser l'État congolais, le gouvernement. Rationaliser l'État congolais. Cette interview est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.